Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Intuition et déduction dans les mathématiques. Je ne dois point regarder à ce que je pense réellement dans mon concept de triangle. Celui-ci n'est rien de plus que la simple définition, mais je dois bien plutôt en sortir pour aller à des propriétés qui ne se trouvent pas dans ce concept, mais qui pourtant lui appartiennent. Or, cela n'est pas autrement possible que si je détermine mon objet d'après les conditions, soit de l'intuition empirique, soit de l'intuition pure. Dans le premier cas, en mesurant les angles du triangle, je n'aurai qu'une proposition empirique, qui ne contiendrait aucune universalité, encore moins qu'aucune nécessité, et ce n'est pas de proposition semblable qu'il est question. Mais le second procédé est la construction mathématique, à savoir la construction géométrique, au moyen de laquelle j'ajoute dans une intuition pure aussi bien que dans l'intuition empirique, le divers qui appartient au schème d'un triangle en général, par conséquent à son concept, par où certainement des propositions synthétiques universelles doivent être construites. Emmanuel Kant. La question de la nature, notamment synthétique ou analytique, mais aussi de l'assise épistémologique du savoir mathématique est fortement liée à la question des rôles respectifs que sont supposés y jouer ces deux grands modes de la connaissance que sont l'intuition et la déduction. On peut en effet voir dans une certaine prépondérance que la dimension spécifiquement logique des mathématiques, pris de manière particulièrement spectaculaire au XIXe siècle, une des sources principales de l'interrogation qui s'ensuivit sur le problème des fondements. René Descartes et Emmanuel Kant, Intuition mathématique et construction. À l'époque moderne, s'exprimait en effet encore très largement une conception des mathématiques qui faisait une large place à l'intuition et lui accordait même une supériorité très nette par rapport à la déduction. C'est en particulier le cas chez Descartes ou chez Kant. Dans la troisième de ses règles pour la direction de l'esprit, Descartes, qui prend alors pour modèle de science l'arithmétique et la géométrie, identifie, on le sait, deux actes de l'entendement par lesquels nous pouvons parvenir à la connaissance des choses sans aucune crainte d'erreur, à savoir l'intuition et la déduction. Par intuition, poursuit-il, j'entends non pas le témoignage changeant des sens ou le jugement trompeur d'une imagination qui compose mal son objet, mais la conception d'un esprit pur et attentif, conception si facile et si distincte qu'aucun doute ne reste sur ce que nous comprenons. Ainsi comprise, l'intuition n'est donc pas l'expérience sensible, mais la conception ferme d'un esprit pur et attentif qui naît de la seule lumière de la raison. Comme exemple de connaissance intuitive, Descartes cite alors le cogito, j'existe, je pense, mais aussi des énoncés géométriques très simples comme le triangle est défini par 3 lignes seulement. C'est par l'immédiateté de ces évidences que se caractérise donc l'intuition. Par déduction par contre, il faut entendre tout ce qui se conclut nécessairement d'autres choses connues avec certitude. Bien que non évidents par eux-mêmes, certains énoncés sont néanmoins certains dans la mesure où, à partir de principes vrais et déjà connus, ils peuvent être déduits par un mouvement continu et ininterrompu de la pensée qui a une intuition claire de chaque chose. D'emblée, Descartes accorde à l'intuition une priorité sur la déduction, qui la présuppose à 2 égards. Premièrement, toute déduction doit partir de prémices certaines qui sont soit fondées dans l'intuition, soit déduites elles-mêmes d'autres principes dont le fondement ultime est l'intuition. Les premiers principes, dit Descartes, ne peuvent être connus que par l'intuition. Formulé dans la règle V, le principe des principes de la méthode cartésienne, seul précepte en lequel se trouve l'essentiel de toute la ressource humaine, est de prendre appui sur ce qu'il y a de plus simple. Et c'est pourquoi Descartes donne sa préférence à l'intuition sur la déduction par essence complexe et immédiate. Étant plus simple, l'intuition est par suite plus sûre que la déduction même. À l'inverse, il est vrai, l'intuition ne peut justement porter que sur des contenus très simples et c'est à la seule déduction qu'il revient donc de fonder toutes les conclusions éloignées des évidences premières. Toutefois, ce caractère incontournable de la déduction pour les vérités complexes ne suffit pas à rétablir l'équilibre. Car la déduction présuppose l'intuition d'une seconde manière, qui est beaucoup plus fondamentale encore. La déduction en effet est une suite d'inférences simples qui reposent chacune sur l'intuition. Chaque composante de la déduction, dit Descartes, doit faire l'objet d'une intuition claire. Ainsi, pour conclure que 2 et 2 font autant que 3 et 1, il faut voir par intuition que 2 et 2 font 4 et que 3 et 1 font également 4, mais encore que la troisième proposition se conclut nécessairement de ces deux-là.
L'avantage essentiel de l'intuition sur la déduction, c'est qu'elle est immédiate ou actuelle, là où la déduction, par contre, s'inscrit dans le temps et requiert dès lors l'intervention de la mémoire dont elle reçoit en un sens sa certitude. Or, la mémoire est fugitive et faible. Plus la déduction est longue, plus elle contient d'étapes et de degrés de raisonnement, plus elle est immédiate et plus elle fait appel à la mémoire. Quelquefois, en effet, cette déduction se fait par une si longue suite de conséquences que quand nous parvenons au terme, nous ne nous souvenons pas facilement de tout le chemin qui nous a menés jusque-là. Seul un mouvement continu et ininterrompu qui parcourt rapidement dans l'imagination l'ensemble des étapes déjà parcourues peut pallier à cette difficulté et rendre à la déduction une certaine immédiateté. Aussi je les parcourais plusieurs fois d'un mouvement continu de l'imagination qui, dans le même temps, doit avoir l'intuition de chaque chose et passer à d'autres, jusqu'à ce que j'ai appris à passer du premier au dernier assez rapidement pour ne laisser presque aucun rôle à la mémoire et avoir, semble-t-il, l'intuition de tout à la fois. Le but ultime de la déduction est donc de se résorber en une seule intuition, celle du raisonnement dans son ensemble. Loin d'être un auxiliaire précieux à la pensée, la démonstration syllogistique n'apporte aucune évidence supplémentaire à la simple comparaison intuitive des termes du raisonnement. Loin d'être elle-même source de certitude, la déduction n'est garantie que par l'intuition. C'est en définitive de l'intuition que la déduction tire toute sa certitude et sa prétention à dépasser en légitimité les autres principes de composition des idées, que sont l'impulsion et la conjection. Il ne reste donc que la déduction par laquelle nous puissions composer des choses de telle sorte que nous soyons sûrs de leur vérité. En elle cependant il peut y avoir aussi plusieurs défauts. C'est ainsi que par exemple, de ce que nous ne percevons rien dans l'espace rempli d'air, ni par la vue, ni par le toucher, ni par aucun autre sens, nous concluons que cet espace est vide, en réunissant mal à propos la nature du vide et celle de l'espace. Et cela se produit chaque fois que d'une chose particulière ou contingente nous jugeons pouvoir déduire quelque chose de général et de nécessaire. Mais il est en notre pouvoir d'éviter cette erreur. C'est de ne jamais unir plusieurs choses, à moins d'avoir vu par intuition que leur liaison est nécessaire. C'est ainsi par exemple que nous déduisons qu'il ne peut rien y avoir de figuré qui ne soit étendu du fait que la figure est nécessairement liée à l'étendue, etc. Si Descartes ne mènera pas jusqu'au bout le projet des règles pour la direction de l'esprit, les quelques développements sur l'arithmétique qui font l'objet des deux dernières règles rédigées, 17 et 18, sont assez instructifs. Après y avoir affirmé que les 4 opérations arithmétiques traditionnelles, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, sont les seules opérations légitimes pour déduire certaines grandeurs d'autres grandeurs, Descartes et force de montrer le caractère intuitif de telles opérations. Si le recours aux signes permet de soulager la mémoire, le raisonnement arithmétique est pour Descartes intuitif avant d'être symbolique. Ce privilège de l'intuition, notons-le au passage, pèse directement sur la conception cartésienne de l'infini, et ce tant en géométrie qu'en arithmétique. À l'infini actuel, qui ne peut faire l'objet d'aucune intuition, Descartes oppose l'infini potentiel de la progression illimitée. En voyant des choses dans lesquelles, selon certains sens, nous ne remarquons point de limite, nous n'assurerons pas pour cela qu'elles soient infinies, mais nous les estimerons seulement indéfinies. Ainsi, parce que nous ne saurions imaginer une étendue si grande que nous ne concevions en même temps qu'il y en peut avoir une plus grande, nous dirons que l'étendue des choses possibles est indéfinie. Et parce qu'on ne saurait diviser un corps en des parties si petites que chacune de ces parties ne puisse être divisée en d'autres plus petites, nous penserons que la quantité peut être divisée en des parties dont le nombre est indéfini. Emmanuel Kant, on le sait, rejettera résolument la notion cartésienne d'intuition entendue comme vision de la raison. Pour Kant comme pour les empiristes, il n'y a d'intuition que sensible. La théorie kantienne du synthétique a priori, cependant, est tout entière destinée à réaffirmer le caractère rationnel d'évidences intuitives telles que 2 plus 2 est égal à 4. Deux droites ne peuvent délimiter une figure, ou même tout changement a une cause. Dès l'introduction à sa critique de la raison pure, Kant prend les énoncés mathématiques pour la preuve irréfutable de ce que des jugements synthétiques a priori sont possibles. La proposition arithmétique 7 plus 5 est égal à 12, par exemple, est pourvue d'une nécessité non tirée de l'expérience et n'est pourtant pas analytique puisque le concept de 12 n'est aucunement déjà pensé du fait que je pense simplement cette réunion de 7 et de 5.
De même, bien qu'a priori nécessaire, la proposition la ligne droite est entre deux points la plus courte et synthétique dans la mesure où le concept de plus court ne peut être tiré par aucune analyse du concept de ligne droite. Pour Kant, le fait que les énoncés mathématiques soient synthétiques implique qu'ils comportent un gain de sens. Or, selon lui, tout gain de sens doit reposer sur quelque chose comme une intuition. C'est la raison pour laquelle Kant développe une théorie de l'intuition pure ou intuition formelle. La représentation de l'espace sur laquelle repose toute la géométrie, dit Kant dans l'esthétique transcendantale, est intuitive, car d'un simple concept, on ne peut tirer des propositions qui dépassent le concept, comme cela arrive pourtant en géométrie. Toutefois, cette intuition spatiale doit se trouver en nous a priori, c'est-à-dire antérieurement à toute perception d'un objet, car les propositions géométriques impliquent la conscience de leur nécessité. C'est donc d'une intuition a priori que procède la représentation de l'espace, puisqu'elle n'est ni empirique, dérivée de l'expérience, ni conceptuelle. Tous les principes géométriques, par exemple que dans un triangle, deux côtés pris ensemble sont plus grands que le troisième, ne sont jamais dérivés des concepts universels de ligne et de triangle, mais de l'intuition, et cela a priori avec une certitude apodictique. Pour Kant, toute intuition est sensible. C'est donc bien dans la sensibilité qu'est donnée cette forme qu'est l'espace, mais dans une intuition sensible pure, c'est-à-dire purifiée de tout contenu matériel. Lorsque j'intuitionne des objets et que je fais abstraction de ces objets dans leur particularité, il ne reste plus que la pure forme spatiale de l'intuition. Dans la perspective de l'idéalisme transcendantal de Kant, une telle intuition pure de l'espace n'est possible que parce que la forme spatiale est condition de possibilité de toute expérience. S'il n'y avait point en vous une faculté d'intuition a priori, si cette condition subjective relative à la forme n'était pas en même temps la condition universelle a priori sous laquelle seulement est possible l'objet de cette intuition, externe, même, si l'objet, le triangle, était quelque chose en soi indépendamment de son rapport à votre sujet, comment pourriez-vous dire que ce qui se trouve nécessairement dans vos conditions subjectives pour construire un triangle revient aussi nécessairement au triangle en soi ? Des figures géométriques comme le triangle n'ont les propriétés qu'elles ont que parce qu'elles reposent sur la forme spatiale subjective que la sensibilité impose à toute expérience. Mais c'est là aussi ce qui fait la nécessité formelle de ces figures, l'impossibilité de les construire autrement, et qui les distingue des contenus singuliers et contingents donnés dans l'intuition empirique. C'est la notion de construction, aperçue dans la citation précédente, qui permet de cerner l'idée d'intuition pure. Lorsque je prétends énoncer une propriété du triangle, je m'appuie sur l'image d'un triangle, soit en produisant réellement une image sensible sur le papier, soit en le représentant simplement par l'imagination. Mais dans les deux cas, ce n'est pas la figure singulière, tracée ou imaginée, mais le concept de triangle qui importe. La figure singulière tracée ici est empirique, et pourtant elle sert à exprimer le concept sans porter préjudice à son universalité, parce que dans cette intuition empirique, on ne regarde jamais que l'acte de la construction du concept, auquel beaucoup de déterminations comme celle de la grandeur, des côtés et des angles, sont tout à fait indifférentes et que l'on fait abstraction de ces différences qui ne changent pas le concept du triangle. La notion de construction fait donc le lien entre la singularité de l'intuition et l'universalité du concept. Ce sont les conditions universelles de la construction, qui contraignent les possibles de la géométrie et rendent ainsi possible l'universalité de ces concepts. Si la géométrie recourt à l'intuition, c'est parce qu'elle considère le concept in concreto, non pas pourtant de manière empirique, mais simplement dans une intuition qu'elle a présentée a priori, c'est-à-dire qu'elle a construite, et dans laquelle ce qui résulte des conditions universelles de la construction doit s'appliquer aussi d'une manière universelle à l'objet du concept construit. La notion de construction éclaire donc celle d'intuition pure. Si toute construction s'opère dans l'intuition sensible, ce qui compte en elle, ce n'est pas sa singularité empirique mais ses conditions universelles, c'est-à-dire ses possibles et ses impossibles. C'est alors comme possibilité de construction que l'intuition pure permet les jugements synthétiques de la géométrie, c'est-à-dire qu'elle permet un gain de sens. Je ne dois point regarder à ce que je pense réellement dans mon concept de triangle. Celui-ci n'est rien de plus que la simple définition, mais je dois bien plutôt en sortir pour aller à des propriétés qui ne se trouvent pas dans ce concept, mais qui pourtant lui appartiennent.
Or cela n'est pas autrement possible que si je détermine mon objet d'après les conditions, soit de l'intuition empirique, soit de l'intuition pure. Dans le premier cas, en mesurant les angles du triangle, je n'aurai qu'une proposition empirique, qui ne contiendrait aucune universalité, encore moins qu'aucune nécessité, et ce n'est pas de proposition semblable qu'il est question. Mais le second procédé est la construction mathématique, à savoir la construction géométrique, au moyen de laquelle j'ajoute dans une intuition pure aussi bien que dans l'intuition empirique, le divers qui appartient au schème d'un triangle en général, par conséquent à son concept, par où certainement des propositions synthétiques universelles doivent être construites. Kant illustre sa doctrine intuitionniste, par l'exemple de l'énoncé « La somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits », qu'un géomètre peut établir de manière parfaitement évidente et en même temps universelle, en procédant par une suite de constructions, c'est-à-dire en se laissant guider par l'intuition. Que le géomètre s'attaque à cette question, il commence aussitôt par construire un triangle. Comme il sait que 2 angles droits pris ensemble valent exactement autant que tous les angles adjacents qui peuvent être tracés à partir d'un point pris sur une ligne droite, il prolonge un côté de son triangle et obtient ainsi 2 angles adjacents qui sont égaux à 2 droits. Il partage ensuite l'angle externe, en tirant une ligne parallèle au côté opposé du triangle, et voit qu'il en résulte un angle externe adjacent qui est égal à un angle interne, etc. Or, il en va de même en arithmétique. Le concept de 12 n'est aucunement déjà pensé du fait que je pense simplement cette réunion de 7 et de 5, et j'aurais beau prolonger l'analyse de mon concept d'une telle somme possible, je n'y trouverai cependant pas le nombre 12. On doit aller au-delà de ces concepts, en s'aidant de l'intuition qui correspond à l'un des deux, par exemple ses 5 doigts, ou, comme Segner dans son arithmétique, 5 points, et ainsi ajouter progressivement les unités du nombre 5 données dans l'intuition au concept du nombre 7. Je prends en effet d'abord le nombre 7, et en m'aidant pour le concept de 5 des doigts de ma main comme intuition, j'ajoute les unités que je prenais auparavant ensemble, pour composer le nombre 5, progressivement sur cette image que j'ai, au nombre 7 et je vois ainsi résulter le nombre 12. Bien que la géométrie et l'arithmétique soient évidemment des disciplines conceptuelles, la construction est ce qui permet de donner à leur concept abstrait le sens intuitif qu'ils requièrent pour fonder des connaissances synthétiques a priori. Quoique tous ces principes et la représentation de l'objet dont s'occupe cette science, la mathématique, soient produits pleinement a priori dans l'esprit, ils ne signifieraient pourtant rien du tout, si nous ne pouvions présenter toujours leur signification dans des phénomènes, dans des objets empiriques. Aussi exige-t-on de rendre sensible un concept abstrait, c'est-à-dire de présenter dans l'intuition un objet qui lui corresponde, parce que sans cela ce concept resterait, comme on dit, privé de sens, c'est-à-dire sans signification. La mathématique remplit cette exigence par la construction de la figure, qui est un phénomène présent au sens, bien que produit a priori. Le concept de grandeur dans cette même science cherche sa consistance et son sens dans le nombre, et celui-ci dans les doigts, les grains de la tablette à calculer, ou dans les traits et les points placés sous les yeux. C'est à l'imagination transcendantale que Kant renvoie la faculté de telles intuitions ou constructions pures. D'une manière générale, on appelle imagination la faculté de se représenter dans l'intuition un objet même sans sa présence. Puisqu'elle est intuitive, l'imagination relève de la sensibilité, c'est pourquoi les constructions auxquelles elle procède sont contraintes par les formes a priori de la sensibilité qui sont conditions subjectives de toute expérience. Dès lors, loin d'être pure fantaisie ou simple imagination reproductrice, l'imagination transcendantale est facteur de règles et d'universalité. Bien que sensible, elle est déterminante comme le concept et elle opère déjà une authentique synthèse que Kant appelle figurée, pour la distinguer de la synthèse seulement intellectuelle de l'entendement. La construction fait donc le lien entre l'intuition et l'entendement en ce qu'elle est tout à la fois réceptrice et productrice, sensible et universalisante. La théorie du schématisme permet à Kant de développer cette idée de l'imagination constructive. Après avoir établi la validité objective des catégories de l'entendement, c'est-à-dire la légitimité de leur prétention à régir la connaissance d'objets, Kant s'intéresse à la faculté de juger définie comme faculté de subsumer sous des règles, c'est-à-dire de discerner si quelque chose rentre ou non sous une règle donnée.
L'hypothèse de Kant est qu'on ne peut pas seulement identifier a priori toutes les catégories de l'entendement et les règles qu'elles prescrivent aux objets de l'expérience. On peut aussi préciser les conditions d'application correcte de ces catégories aux intuitions sensibles dont elles prétendent faire la synthèse. La philosophie transcendantale a ceci de particulier qu'outre la règle, ou plutôt la condition générale des règles, qui est donnée dans le concept pur de l'entendement, elle peut indiquer en même temps a priori le cas où la règle doit être appliquée. C'est au schème de l'imagination qu'il appartient de régir la faculté de juger, dans le domaine théorique. Le schème de la causalité, par exemple, c'est la succession constante de deux phénomènes contigus. Ainsi, si deux phénomènes se présentent dans l'intuition dans un rapport de succession et de contiguïté constant, ils peuvent légitimement être rattachés l'un à l'autre dans un jugement par la catégorie de la causalité. Il est intéressant de noter qu'on retrouve là les conditions d'application légitime de la notion de nécessité causale que Hume avait déjà identifiée dans la section 15 du 3e chapitre du premier livre du traité de la nature humaine, section intitulée « Règles par lesquelles il faut juger des causes et des effets ». Le schème est aussi, pour Kant, un procédé général de l'imagination pour procurer à un concept son image. Hume avait très justement montré que la donation intuitive de la conjonction constante de deux phénomènes ne suffit pas à fonder la nécessité causale. La conjonction constante, dit Kant, n'est en fait que l'image intuitive de la catégorie de causalité, et le schème de la causalité est le procédé général qui permet de rendre intuitif tout lien causal par la succession constante correspondante. De même, des points alignés côte à côte ne forment pas encore un nombre, mais aligner ainsi des points est une méthode pour donner un sens intuitif à un nombre. En tant que représentation embrassant l'addition successive de l'unité à l'unité, le nombre naturel est donc le schème intuitif de la grandeur quantitative, quantitatis. Et l'entièreté des lois fondamentales de l'arithmétique des nombres naturels est impliquée dans ce procédé général, puisque si à une suite de 5 points j'en ajoute 7, j'obtiens bien une suite de 12 points. Bien évidemment, si elle devait s'en tenir aux images intuitives des grandeurs, l'arithmétique ne pourrait aller très loin. Le propre du nombre, en tant que schème, c'est donc de rassembler toutes les images concevables sous un seul et même procédé général qui garantit leur construction même là où l'intuition sensible est dépassée. Il faut bien distinguer le schème de l'image. Ainsi, quand je place 5 points l'un après l'autre, c'est là une image du nombre 5. Au contraire, quand je ne fais que penser un nombre en général qui peut être 5 ou 100, cette pensée est plus la représentation d'une méthode pour représenter conformément à un certain concept, un ensemble, par exemple 1000, que cette image même que dans le dernier cas il me serait difficile de parcourir des yeux et de comparer au concept. Or, c'est cette représentation d'un procédé général de l'imagination pour procurer à un concept son image que j'appelle le schème pour ce concept. Les schèmes des concepts purs de l'entendement ne sont donc ni de simples images sensibles singulières ni d'hypothétiques intuitions intellectuelles au travers desquelles ces concepts purs seraient immédiatement donnés, mais plutôt les conditions qui permettent de procurer à ces concepts une relation à des objets, par suite une signification. Les schèmes, dit encore Kant, ne sont rien d'autre que des déterminations de temps a priori d'après des règles. Il faut rappeler que le temps est la forme générale du sens interne, c'est-à-dire qu'il préside aux relations de toutes les représentations. Or, le schème est ce qui permet à une catégorie de l'entendement de déterminer le sens interne, pour lui imposer le type d'organisation qui lui est propre. Ainsi, les catégories de la quantité, quantitatis, imposent au sens interne d'appréhender les représentations successives comme unités homogènes qui s'additionnent. Le nombre n'est donc rien d'autre que l'unité de la synthèse du divers d'une intuition homogène en général, du fait que je produis le temps lui-même dans l'appréhension de l'intuition. La figure géométrique ressort elle aussi de la catégorie de la grandeur extensive, quantum, bien que pas à proprement parler de la quantité, quantitas. Or, pour Kant, la caractéristique de toute grandeur extensive, c'est que la représentation du tout n'est possible que par la représentation préalable des parties, et donc par la construction progressive. La production des figures géométriques suppose donc elle aussi la synthèse successive de l'imagination productive. Toute construction dans l'espace est aussi construction dans le temps de la représentation.
C'est pourquoi l'intuition géométrique est elle aussi constructive et dépendante de l'imagination productrice. Il y a ainsi un schème du triangle qui ne s'identifie pas à telle ou telle image du triangle, mais qui est une règle de la synthèse de l'imagination en vue de figures pures dans l'espace. Une différence importante existe cependant pour Kant entre certitude géométrique et certitude arithmétique. On appelle axiomes les principes synthétiques a priori en tant qu'ils sont immédiatement certains. Or, du fait qu'ils reposent sur une intuition pure, les jugements géométriques les plus fondamentaux sont indicés d'une certitude immédiate et apodictique. La géométrie est donc une discipline axiomatique. L'arithmétique, par contre, repose certes sur des propositions évidentes, mais elles ne sont pas générales, comme celles de la géométrie, et c'est pourquoi elles ne peuvent être nommées axiomes mais formules numériques. La construction d'un triangle est générale, la construction du nombre 7 est singulière. Quand je dis « un triangle se trace avec 3 lignes, dont 2 prises ensemble sont plus grandes que la troisième », je n'ai ici que la pure fonction de l'imagination productive, qui peut tirer les lignes plus ou moins grandes et en même temps les faire rencontrer suivant toute espèce d'angle qu'il lui plaît de choisir. Au contraire, le nombre 7 n'est possible que d'une seule manière, et il en est de même du nombre 12 produit par la synthèse du premier avec 5. À de telles propositions, il ne faut donc pas donner le nom d'axiome, car autrement il y en aurait à l'infini, mais celui de formule numérique. Les propositions générales qui, en arithmétique, correspondent aux axiomes de la géométrie, ce sont les règles algébriques telles que la loi de commutativité de l'addition a plus b égale b plus a. Comme le souligne à juste titre Cavaillès, c'est donc l'algèbre que Kant met sur le même plan que la géométrie. Une autre différence subsiste cependant entre les deux disciplines, du fait cette fois que la grandeur théorisée en arithmétique est indépendante de l'espace comme forme a priori du sens externe et vaut pour tous les objets du sens interne quels qu'ils soient. L'arithmétique, dit Kant, est construction de la pure grandeur quantitative, quantitatis, qui fait complètement abstraction de la nature de l'objet qui doit être pensé d'après un tel concept de grandeur. C'est ce qui rend possible que la construction algébrique soit très largement symbolique, alors que les constructions géométriques présentent directement leur objet. L'algèbre, dit Kant, choisit une certaine notation de toutes les constructions de grandeur en général, de nombres, comme celle de l'addition, de l'extraction de racines, etc. Et après avoir également désigné le concept général des grandeurs d'après les différents rapports de ces grandeurs, elle présente dans l'intuition, selon certaines règles générales, toute opération par laquelle la quantité est engendrée ou modifiée. Quand on doit diviser une grandeur par une autre, elle combine les caractères de toutes les deux suivant la forme qui sert à noter la division, etc. Et au moyen d'une construction symbolique, tout aussi bien que la géométrie suivant une construction ostensive ou géométrique, des objets mêmes, elle parvient ainsi là où la connaissance discursive ne pourrait jamais atteindre au moyen de simples concepts. Or, ceci éclaire d'une manière nouvelle le schématisme arithmétique. Le schème initial de l'addition de l'unité à l'unité, s'il représente certes un procédé général pour construire la suite des entiers positifs, les nombres naturels, se révèle très largement inférieur au système symbolique de l'algèbre qui permet de construire et de donner une image intuitive, non seulement des grands nombres, au moyen de l'écriture décimale, mais également des nombres négatifs, rationnels, etc. La méthode algébrique elle-même, avec ses équations d'où elle tire par réduction la vérité en même temps que la preuve, si elle n'est pas, il est vrai, une construction géométrique, n'en est pas moins une construction caractéristique, où à l'aide des signes, on présente les concepts dans l'intuition, surtout ceux du rapport des grandeurs, et où, sans jamais regarder à l'aspect heuristique, on garantit tous les raisonnements contre les erreurs par cela seul que chacun d'eux est mis devant les yeux. Mieux que la suite des points, le symbolisme algébrique est-il donc un schème pour l'arithmétique, une méthode pour représenter conformément à un concept, un ensemble, par exemple 1000. Bien que de manière quelque peu différente, arithmétique et géométrie sont toutes deux constructives et donc synthétiques a priori. Notons que cela n'interdit pas qu'on trouve dans ces deux sciences des propositions analytiques, qui ne participent pas de leur contenu, mais servent aux enchaînements de la pensée. Ainsi en va-t-il en arithmétique, que là où il y a égalité, l'addition ou la soustraction d'une quantité égale donne une égalité, ce sont là des propositions analytiques, puisque j'ai immédiatement conscience de l'identité d'une production de grandeur avec l'autre. Mais aussi en géométrie.
Un petit nombre de principes, supposés par les géomètres, sont, il est vrai, réellement analytiques et reposent sur le principe de contradiction, mais ils ne servent aussi comme propositions identiques qu'à l'enchaînement dans la méthode et nullement de principe, par exemple A égale A, le tout est égal à lui-même, ou A plus B plus grand que A, c'est-à-dire que le tout est plus grand que sa partie. Kant s'empresse toutefois d'ajouter que de telles propositions analytiques ne sont elles-mêmes légitimes dans ces disciplines que parce qu'elles sont conformes à l'intuition. Et cependant ces principes mêmes, quoique valant d'après de simples concepts, ne sont admis dans la mathématique que parce qu'ils peuvent être représentés dans l'intuition. C'est donc bien l'intuition pure qui guide les mathématiques de bout en bout, dans leur partie constructive comme dans leur partie déductive. Or, comme c'était le cas chez Descartes, cette primauté accordée par Kant à l'intuition pèse de manière importante sur sa conception de l'infini. Dans sa théorie de l'imagination, Kant soutient en effet que les schèmes restreignent les catégories aux conditions de la sensibilité. Or, dans la mesure où l'intuition sensible est limitée, les formes et catégories de la grandeur quantum ne peuvent faire valoir leur légitimité jusqu'à inclure l'idée d'un infini spatial ou numérique, donné. Le seul infini acceptable pour Kant, c'est l'indéfini. Le vrai concept, transcendantal de l'infinité, c'est que la synthèse successive de l'unité dans la mesure d'un quantum ne peut jamais être achevée. Comme Descartes, Kant défend l'idée de l'infini potentiel contre l'idée d'un infini en acte. Bien que quand on dit prolonger une ligne, il soit sans doute plus exact d'ajouter in indefinitum que de dire in infinitum, parce que la première expression signifie uniquement prolongez-la aussi loin que vous voulez, tandis que la seconde veut dire vous ne devez jamais cesser de la prolonger, ce qu'on n'a pas précisément en vue ici. Cependant, lorsqu'il ne s'agit que du pouvoir, l'expression d'infini est tout à fait exacte, car vous pouvez toujours prolonger votre ligne à l'infini. On voit qu'en dépit d'indéniables divergences quant à ce qu'est l'intuition, l'intuitionnisme de Kant confirme largement celui de Descartes et le renforce même en proposant une théorie de l'intuition mathématique qui s'articule de manière plus directe avec celle de l'intuition sensible et rompt en outre plus clairement avec ce qui pouvait encore s'apparenter avec une sorte de contemplation platonicienne d'un monde des idées déjà là. Car bien sûr l'aspect philosophique le plus intéressant de l'intuitionnisme kantien, c'est son fondement dans l'idéalisme transcendantal. Pour Kant, la notion de construction implique qu'il n'y a rien en mathématiques que le sujet y ait mis lui-même. Le premier qui démontra le triangle isocèle, qu'il s'appela Thalès ou de tout autre nom, eut une illumination, car il trouva qu'il ne devait pas s'attacher à ce qu'il voyait dans la figure, ou même au simple concept qu'il en avait, pour en apprendre en quelque sorte les propriétés, mais qu'il devait produire cette figure par ce qu'il y pensait et présentait par construction a priori des apostrophes après les concepts eux-mêmes, et que pour connaître sûrement une chose a priori, il ne devait attribuer à une chose que ce qui résultait nécessairement de ce qu'il y avait mis lui-même, conformément à son concept. Si donc il s'agit bien pour Kant de fonder les connaissances synthétiques a priori de la géométrie et de l'arithmétique, ainsi d'ailleurs que de la physique théorique, sur des intuitions pures, il importe de remarquer que ce sont là des intuitions d'un genre tout à fait particulier. Il ne s'agit pas d'intuitions intellectuelles, c'est-à-dire de donation immédiate d'objets intelligibles. C'est, selon Kant, dans la sensibilité que repose toute intuition, et c'est parce qu'elle se fonde dans la sensibilité que les connaissances mathématiques peuvent être qualifiées d'intuitives. Toutefois, ces intuitions mathématiques ne sont pas non plus de simples intuitions sensibles. Elles supposent au contraire tout un travail de mise en évidence des formes, par abstraction des contenus matériels, et de construction des objets intelligibles qui leur sont conformes. Dans l'intuition mathématique, le sujet connaissant est éminemment actif. Il ne tient pour évident que ce qu'il met en évidence. Bernard Bolzano et les mathématiques du XIXe siècle, déduction et calcul. Bernard Bolzano, on le sait, va condamner sévèrement cette conception des mathématiques. Dans un appendice à ses contributions à un exposé mieux fondé de la mathématique, 1810, Bolzano s'en prend directement à la doctrine kantienne de la construction des concepts par les intuitions, et à la théorie scabreuse de l'intuition pure. Pour Bolzano, il est clair que l'intuition seule, fût elle-même pure, ne peut fonder les jugements universels et nécessaires de l'arithmétique ou de la géométrie, dans la mesure où une intuition est par essence singulière et contingente. Sans doute,
La représentation sensible peut-elle, d'un point de vue psychologique, jouer un rôle utile d'adjuvant à la pensée mathématique, mais elle ne peut l'étayer sur le plan logique des justifications. Je ne comprends pas du tout comment Kant a pu trouver, entre l'intuition qui fait voir un triangle dessiné réellement devant nous, et celle qui fait voir un triangle simplement construit dans l'imagination, une différence si grande qu'il déclara que la première est superflue et insuffisante pour la preuve d'une proposition synthétique a priori, mais que la seconde serait au contraire nécessaire et suffisante. Selon ma conception, il est certes inévitable qu'à la pensée de n'importe quel objet spatial que nous avons vu fréquemment, notre imagination nous représente une image de celui-ci. Que nous ayons cette image à l'esprit est également utile et commode afin de juger plus aisément de l'objet. Mais je ne le tiens pas pour absolument nécessaire à ce jugement. C'est ainsi qu'il y a bien en effet, en géométrie, des théorèmes pour lesquels nous n'avons aucune espèce d'intuition. La proposition selon laquelle toute ligne droite peut être prolongée à l'infini n'a aucune intuition pour elle. Les lignes que notre imagination parvient à nous représenter ne sont pas infiniment longues. Pour Bolzano, le savoir mathématique comporte une dimension de généralité et même de nécessité qui ne peut reposer que sur des concepts, et en aucun cas sur ces représentations singulières que sont les intuitions. Kant semble vouloir dire: si je lie à une intuition le concept général par exemple d'un point ou d'une direction ou d'une distance, c'est-à-dire si je me représente un point singulier, une direction ou une distance singulière, alors je découvre dans ces objets singuliers que leur revient tel ou tel prédicat, et je sens en même temps que ceci vaut de même pour tous les autres objets qui tombent sous ce concept. Mais si tel est ce que Kant et ses disciples veulent dire, je pose la question suivante: comment en venons-nous lors de l'intuition de tel objet singulier, au sentiment que ce que nous remarquons en celui-ci vaut aussi pour chacun des autres? Est-ce au moyen de ce qui est singulier et individuel, ou au moyen de ce qui est général en cet objet? À l'évidence seulement au moyen de ce qui est général, c'est-à-dire au moyen du concept, non pas au moyen de l'intuition. Ce n'est jamais l'intuition, dit Bolzano, mais toujours le concept qui est le fondement de la pensée nécessaire. De ce point de vue d'ailleurs, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre concept empirique et concept a priori. Quelle que soit leur origine psychologique, les concepts sont le lieu de la généralité et de la nécessité. Contre l'idée kantienne selon laquelle les raisonnements mathématiques seraient fondés dans des intuitions pures, Bolzano insiste au contraire sur le caractère purement déductif de ces sciences conceptuelles pures que sont les mathématiques. Cette conception guide d'ailleurs Bolzano dans son propre travail, notamment lorsqu'il participe à l'entreprise d'arithmétisation de l'analyse et cherche des démonstrations purement analytiques à des théorèmes traditionnellement justifiés par de prétendues évidences géométriques. Une démonstration véritablement scientifique, c'est-à-dire le fondement objectif d'une vérité valable pour toutes les grandeurs, qu'elles soient ou non dans l'espace, ne peut pas se trouver dans une vérité valable seulement pour les grandeurs qui appartiennent à l'espace. Même si la vérité géométrique à laquelle on se réfère ici est évidente au plus haut point, et n'a donc point besoin de démonstration en tant que certification, elle n'en a pourtant pas moins besoin d'un fondement. Justifier une thèse mathématique, c'est précisément pour Bolzano, faire autre chose qu'en appeler à l'évidence, c'est montrer précisément quelle est la conséquence nécessaire d'autres thèses déjà admises. Cette exigence de rigueur déductive est au centre de toute la théorie de la science de Bolzano. Il convient pour lui de mettre en évidence quelles sont les vérités fondamentales d'une discipline, et quelles sont celles qui en sont les conséquences, ainsi bien sûr que de présenter rigoureusement ces liens de conséquences. La logique doit faire apparaître l'architecture d'une science, l'ordre des connaissances objectives qui lie ces énoncés, conformément au modèle des axiomatiques grecques. C'est pourquoi, dit Bolzano bien avant Frege, c'est à la logique que revient de fonder les raisonnements mathématiques, y compris les transformations analytiques et algébriques qui les composent depuis Descartes. Dès lors, il s'agit moins de construire les vérités mathématiques dans des intuitions temporellement informées que de les démontrer, de manière intemporelle, à partir des propositions fondamentales de la théorie. Pour Bolzano, c'est la déduction et non l'intuition qui gouverne le raisonnement mathématique. À cet égard, sa réponse à Kant est sans ambages. Les propositions de l'arithmétique ne nécessitent l'intuition du temps en aucune façon. Nous ne voulons analyser qu'un seul exemple.
Kant mentionne la proposition 7 plus 5 est égal à 12. Uniquement pour faciliter l'exposé, nous allons prendre à la place de celle-ci la proposition plus courte 7 plus 2 est égal à 9. La preuve de cette proposition ne présente pas de difficulté dès que l'on présuppose la proposition générale A plus B plus C égale A plus B plus C selon laquelle, dans le cas d'une somme arithmétique, on ne s'occupe que de l'ensemble et non pas de l'ordre des éléments, un concept qui comprend assurément celui de succession dans le temps. Cette proposition, loin de présupposer le concept de temps, l'exclut bien au contraire. Mais cette proposition une fois admise, la preuve de la première proposition peut certainement être conduite de la manière suivante. Que 1 plus 1 est égal à 2, 7 plus 1 est égal à 8, 8 plus 1 est égal à 9 ce ne sont que de simples définitions et des propositions arbitraires. De là il s'ensuit que 7 plus 2 est égal à 7 plus 1 plus 1, PER def, égale 7 plus 1 PER propos. Précède, égale 8 plus 1 PER def, égale 9 PER def. Contrairement à ce que pensait Kant, que 7 plus 2 est égal à 9, cela peut se déduire de l'analyse des significations de 7, 2 et 9, et de la loi d'associativité de l'addition. C'est pourquoi, comme nous l'indiquions dès l'introduction, Bolzano considère-t-il les jugements mathématiques comme analytiques plutôt que comme synthétiques a priori. Or, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.